Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui au micro Imoweek Stéphane von Partzi. Bonjour Stéphane. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du département investissement chez JLL, Investissement pour la France notamment. Avec vous, nous allons tenter de décrypter les grandes tendances du marché de l'investissement immobilier en ce début d'année 2025. Enfin, ce début d'année, nous sommes quand même au mois de mai maintenant. En 2024, pour revenir quand même un petit peu en arrière, les investissements en immobilier d'entreprise ont atteint 12,1 milliards d'euros, un niveau relativement stable par rapport à l'année précédente, dans un contexte quand même encore marqué par l'incertitude. Comment vous, Stéphane, vous analysez cette situation ? Alors clairement, ce qu'on appelle une stabilisation était en réalité une déception si on regarde nos voisins européens. Tous les pays à côté de nous ont connu des croissances de volume, mais pas nous en France. Pourquoi ? Parce qu'on est depuis 2 ans et demi dans une double crise financière et immobilière, avec un taux de vacances notamment comme on ne l'a jamais connu en Île-de-France. Donc c'est la principale raison pourquoi cette stabilisation était une déception, mais le marché va mieux. Le marché va mieux, mais alors comment vous analysez cette situation particulière, vous qui avez quand même une certaine expérience en la matière? Vous l'avez dit, c'est une situation quand même qui est inédite, à la fois une crise qui est à la fois de l'offre et de la demande. C'était une crise de l'offre et la demande, et là, on sent que l'offre est en train de devenir plus rationnelle, plus raisonnable. Nous avons un certain nombre de propriétaires qui, jusqu'à l'année dernière, étaient encore dans un espoir de « ça ira mieux demain, attendons plutôt ». Or, la seule chose qui est certaine quand vous attendez, c'est que votre bail perd un jour tous les jours et votre immeuble gagne un jour d'obsolescence tous les jours. Aujourd'hui, une perspective court terme de taux d'intérêt en baisse a plutôt disparu. Nous vivons dans un monde plus inflationniste que nous pensions. Nous voyons que l'OAT, qu'on espérait voir se stabiliser autour de 2,5%, est plutôt entre 3 et 3,5%. Donc beaucoup de clients se disent aujourd'hui, vaut mieux prendre de l'action aujourd'hui que de continuer d'attendre. Alors si on rentre dans le détail, ce qui est un fait marquant, c'est que le secteur industriel et logistique pèse désormais 41% des volumes, ce qui est un record. Est-ce que ce leadership, selon vous, ce leadership sectoriel, est selon vous durable ? Et quelles sont les raisons de ce dynamisme d'après vous ? Alors, les raisons, il y en a plusieurs. Il y a une logique de re-onshoring de l'activité de production et de logistique en France. Mais malheureusement, cette tendance ne pourra pas être tenable pour une raison très simple. La logistique et l'industriel sont aujourd'hui à 80% des volumes records de 2019. Je vous donne 2 chiffres à titre de comparaison. Le bureau est à 20%, donc il a perdu 80%. Et même le commerce est à 40% seulement, des volumes records. En revanche, l'hôtellerie est à 140% des volumes de 2019. Donc, c'est la seule classe d'actifs qui a connu une croissance. Mais la logistique, tout simplement, il n'y en a pas assez pour continuer à montrer la même croissance, mais les fondamentaux restent positifs pour la logistique et l'industriel. Ça veut dire qu'à un moment donné, le marché va saturer Il va saturer cette année. Cette année déjà. Cette année, on pense qu'on va être à un volume équivalent à 2024. Ce qui est déjà un très bon chiffre, encore une fois, c'est 80% des volumes records de 2019. Alors le bureau, vous l'avez dit, il continue de reculer. Est-ce que vous y voyez une simple correction de cycle ou une transformation plus structurelle du rôle du bureau dans le portefeuille des investisseurs ? Alors, il ne recule plus. C'est fini. On a déjà vu les chiffres du premier trimestre sortir où le bureau est passé en tête des volumes placés. Et c'est une tendance qui va continuer cette année, pour 3 raisons essentiellement. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de logistique et de résidentiel pour concurrencer le bureau quand le bureau reprendra un rythme à peu près normalisé dans les comportements des investisseurs. Premier point. Deuxième point, on revoit un comportement des utilisateurs bureaux plus raisonné. Il y a une attitude plus réaliste par rapport au télétravail, work from home. Il y a un équilibre qui s'installe et vous regardez aujourd'hui les sorties de métro ou les bouchons dans Paris, aux heures de pointe, vous voyez que les gens retournent au bureau. Troisième élément,
il y a une plus grande rationalité des propriétaires bureaux par rapport au prix à attendre, j'en parlais tout à l'heure, et il y a un marketing en cours actuellement entre 4 et 5 milliards d'opérations de bureaux en Île-de-France et en France. Prenez ça plus le volume déjà acté au premier trimestre, vous vous rendez compte qu'on ne pourra qu'avoir une meilleure année en bureau que ce qu'on a connu dans le passé. Si on parle secteur géographique, le QCA, le quartier central des affaires de Paris, semble tirer son épingle du jeu avec une légère compression des taux. Est-ce une exception ou un signe avant-coureur selon vous? Non, le QCA reste le territoire de prédilection de beaucoup d'investisseurs core ou value-add. Maintenant, il y a un deuxième phénomène qui s'installe. On va connaître des dossiers en dehors du QCA, voire en première couronne, qui seront mis sur le marché avec des attentes de prix probablement plus réalistes et plus en ligne avec ce que les acheteurs bureaux veulent et peuvent dépenser. Donc cette année, d'une certaine manière, va être une année test découverte du niveau de pricing que des immeubles de bureaux de bonne qualité en dehors du QCA peuvent atteindre. Vous l'avez dit aussi, on voit les gens revenir au bureau en région parisienne, en Île-de-France et en France en général. Cette année, les régions ont attiré 55% des volumes. C'est un basculement, je crois, historique. Est-ce un phénomène là aussi conjoncturel lié aux actifs logistiques, pour y revenir, ou un mouvement plus profond vers la décentralisation? Alors, ça l'a été très clairement, mais ce mouvement sera purement conjoncturel dès lors que le commerce et le bureau parisien notamment ont repris du volume. En matière des taux et des loyers qui s'y pratiquent, c'est impossible que les régions restent devant l'Île-de-France. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de désamour de région. On le voit tous les jours dans les résultats de mes équipes à Lyon, à Lille et à Marseille. Mais c'est juste les loyers pratiqués, 250, 300 euros par mètre carré par rapport à Paris, entre 500 et 1000, 1100 euros par mètre carré, ne peuvent pas créer les mêmes volumes dès lors que l'activité à Paris a repris. Ce n'est pas une redéfinition des zones de valeur. Ce n'est pas une redéfinition complète. Les volumes ne peuvent pas concurrencer, mais les régions ont durablement trouvé une place dans les portefeuilles des investisseurs. Le commerce, alors vous avez évoqué l'hôtellerie, le commerce semble retrouver aussi de l'intérêt après des années que l'on peut qualifier de retail bashing. Quels signaux vous laissent penser que ce regain est solide? Il est solide parce que beaucoup d'enseignes ont renégocié leur loyer et les investisseurs considèrent aujourd'hui que la base de leur investissement, c'est-à-dire le loyer que les enseignes sont capables de payer, est beaucoup plus saine que ce qu'ils ont été dans le passé, de un. De deux, dans le souhait de continuer quand même à diversifier les portefeuilles, réduire un peu plus le bureau, créer un peu plus de diversification, le retail joue un rôle important. Les catégories de retail qui sont privilégiées aujourd'hui sont clairement les retail parks, là encore, pour des niveaux de loyer très résilients, et les pieds d'immeubles, notamment quand ils sont attachés à des enseignes de luxe. Deux tendances qu'on a observées, plus vraiment un grand nombre de petits dossiers en retail, ensemble ou unitaires, de moins de 10 millions, où beaucoup d'investisseurs privés se positionnent. Est-ce que l'offre disponible va devenir un enjeu dans les mois à venir? L'offre en commerce? En commerce. Non, parce que là aussi, on voit qu'il y a une certaine rationalité qui s'installe chez les investisseurs propriétaires. Et nous avons gagné quelques très bons mandats, soit en portefeuille, soit en actifs unitaires. Et donc, on est très confiant que le marché va connaître une croissance entre 15 et 20%, d'une manière générale, poussée par le bureau, par le commerce, probablement ces deux classiques et peut-être l'hôtellerie. Donc le marché va repartir. Quelles sont, vous, chez JLL, vos perspectives pour la suite de cette année 2025? La suite de cette année, c'est déjà apporter satisfaction à tous les clients qui nous ont confié des mandats, et je les remercie pour la confiance qu'ils nous font, de faire en sorte qu'on puisse apporter un bon résultat dans un marché qui est difficile à lire, et on a des beaux mandats exclusifs et co-exclusifs, je dirais, ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de continuer à recruter là où on peut encore développer des positions pour mon équipe, notamment en bureau à Paris, en commerce et en industriel à Lyon. Et troisième élément, je souhaite toujours rajouter des cordes à notre arc, continuer à diversifier nos services et apporter de nouveaux services à nos clients qui nous attendent là-dessus, notamment le conseil en financement, le debt advisory, mais également la vente par lot en résidentiel et qui sait, pourquoi pas, une offre de services en énergie renouvelable et infrastructure.
Quels sont les profils d'investisseurs à surveiller selon vous? Aujourd'hui, très clairement, le groupe qui va se positionner pour des opportunités qu'on n'a pas connues dans le marché depuis un certain nombre d'années, c'est les investisseurs anglo-saxons, opportunistes, qui vont trouver un terrain de jeu en France qu'ils n'ont pas connu depuis des années. Quelles sont selon vous allez, si je vous demande 3 raisons d'espérer? Trois la raisons Suisse. d'espérer. Ouais. Il y en a tellement. Je pense que la France est un pays qui a des forces inouïes. On dit toujours la France est un paradis habité par les gens qui se croient en enfer. Il faut juste qu'ils se rappellent qu'ils habitent dans un paradis, que Paris est une ville pour laquelle tout le monde nous envie, pour sa qualité architecturale, pour son infrastructure, pour la formation qu'elle propose dans ses écoles et dans ses universités. Donc, on a plein de raisons d'espérer. Qu'est-ce qui vous motive, vous, le matin? Qu'est-ce qui me motive? La confiance de mes clients et la confiance de mon équipe et de la société que je sers depuis 27 ans, de donner le meilleur de nous-mêmes dans un travail d'équipe, dans une recherche d'excellence et avec tous les leviers dont nous disposons aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphane von Barcy. Merci pour votre analyse. Merci pour votre expertise également. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite sur imoweek.fr.